Aujourd'hui, nous sommes très heureuses d'accueillir dans l'émission Harry Kolka, qui est militante, mère, amie et réserviste. Harry, bienvenue dans l'émission. Merci de m'avoir invité. Nous sommes ici pour des raisons pas très joyeuses. Tu as une amie, cette semaine, une réserviste qui a accompli un nombre incroyable de jours de service pendant cette dernière guerre. Cette semaine, il a malheureusement succombé aux troubles de stress post-traumatique et s'est suicidé. Peux-tu nous parler de Josh Boone? Donc, pour commencer avec Josh Boone, présenter cela comme de mauvaises circonstances n'est pas la bonne façon de voir les choses. Je pense que dans chaque événement, en tant que personne de foi, une personne de croyance, tout arrive pour une raison et tout est pour le mieux. C'est la façon dont Hachem a voulu prendre Josh, et c'est ainsi que cela doit être, et ce sera pour le bien, pour nous tous. La seule façon dont je peux décrire Josh, c'est à travers une simple petite phrase dans les Tehillim, que le roi David a écrite il y a de nombreuses années. Il l'a écrite lui-même. Il ne dormira pas, il ne sommeillera pas. Les gardiens d'Israël, Josh Boone, toute son essence, chaque fibre de son être, était un gardien du peuple d'Israël, que ce soit en uniforme de Tsahal, comme sentinelle dans la vieille ville, le quartier musulman, ou en travaillant à l'étranger sous d'autres auspices, en aidant nos alliés à travers le monde. Son but était de protéger le peuple juif et d'être un instrument d'Hachem pour y parvenir. Josh était un immigré, soldat isolé, je comprends. Oui, Quand est-il arrivé dans ce pays? Comment as-tu fait sa connaissance? Takboun est venu de Boise, Idaho, où il y a très peu de juifs. Il a grandi en souffrant, souvent pris pour cible comme le juif de la cour. Et il a compris très tôt dans sa vie que si personne ne restait, la seule personne qui allait se défendre, le protéger, c'était lui-même. N'est-ce pas? Il vient d'une famille de guerriers. Son grand-père a servi pendant la guerre du Vietnam. Wow. Son père est policier d'État, son frère est dans la marine américaine. J'oublie sûrement un autre membre de la famille. Mais le concept de service et de sacrifice lui a été inculqué dès son plus jeune âge. Il est arrivé en Israël en 2015, a servi dans le Golani, Hamishim Bekad, comme soldat d'exception et tireur d'élite décoré. C'était son cœur, son sang. Il a servi dans la réserve jusqu'à son dernier jour. Alors, racontez-nous ce qui lui est arrivé parce que vous étiez très impliqué dans son service de réserve. Vous étiez impliqué dans les conséquences de tant de combats, je suppose. Racontez-nous ce qui s'est passé. Et quand avez-vous commencé à remarquer que Josh avait été profondément affecté par cela? Josh sert presque toute la guerre, soit officiellement 748 jours. C'est ridicule. Fais le calcul, C'est presque les 2 années complètes. presque, il lui manque environ un mois. Jamais entendu parler de 25 jours de réserve. Personne n'en fait autant, honnêtement. Il y a quelques exemples de personnes, du moins tous ceux que je connais sont des immigrés qui... Ils ont un petit complexe d'infériorité. Ils pensent que si je ne protège pas le peuple juif, alors je n'ai pas le droit d'être ici. Je ne peux pas simplement rester sur le côté et regarder, c'est comme j'ai dit à propos de Josh, c'était toute la fibre de son être. Il n'acceptait pas que ses frères combattent au nord ou au sud pendant qu'il se repose. N'est-ce pas? Il devait être là parce qu'il n'y a personne de meilleur que lui et je n'ai jamais servi à ses côtés. Malheureusement, ça ne s'est jamais passé comme ça. Tous les soldats ayant servi avec lui le savent. Tant qu'il veillait sur eux depuis les airs, il se sentait en sécurité et protégé. Il est passé d'une brigade à une autre, servant dans chaque brigade de première ligne ou que sa brigade soit remplacée. Il rejoignait simplement la prochaine équipe qui les remplaçait pour continuer et en faire plus, disait-il. Tant qu'il y a des ennemis, je dois protéger Israël. Dire qu'il y a eu un moment précis où c'est devenu trop, je ne pense pas qu'il y ait un moment que je puisse désigner. C'est certain. À la toute fin, quand nous l'avons placé dans un établissement pour qu'il reçoive des soins, il était évident que le fardeau de ces démons qu'il portait était tout simplement trop lourd à ce moment-là. Alors, comment as-tu su qu'il fallait l'aider à aller dans un établissement? Est-ce qu'il exprimait qu'il était atteint au niveau de sa santé mentale? Il n'était ni abîmé ni brisé. Il avait un problème difficile à surmonter. N'est-ce pas? En fait, je ne l'ai appris qu'après coup. Ce sont ses commandants sur le terrain et sa petite amie dont il parlait. Un futur mariage. Avec ça, il est rentré brièvement chez lui le week-end. Il s'est exprimé, en a assez, c'est trop pour lui. Ils étaient bons et l'ont compris.
Le système officiel aurait mis des semaines à lui trouver un lit et à reconnaître sa situation, alors nous l'avons placé dans un établissement privé. Parce il traversait, pourquoi? Pourquoi va-t-on dans un établissement? Il a dû exprimer, quand quelqu'un comme Josh dit « c'est trop », J'ai besoin d'aide, il n'est pas du genre à demander de l'aide. n'est-ce pas? C'est le type de personne à qui on demanderait de l'aide. N'est-ce pas? C'est la personne vers qui tout le monde se tourne en disant « D'accord Josh, j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que je fais ?» Et donc tu l'as aidé à entrer dans un établissement? Ses commandants excellents ont admis que c'était déjà trop pour lui N'est-ce pas? et qu'il lui en avait trop demandé, même s'il disait qu'il pouvait gérer. Les épaules d'une personne ne sont larges que jusqu'à un certain point et les genoux ne sont solides que pour un temps. Nous lui avons apporté l'aide immédiatement sans attendre la bureaucratie, n'est-ce pas? Grâce à des donateurs privés anonymes que j'ai réunis, nous avons pu payer la facture dès le début, sans problème financier. Étant un établissement privé, cela ne passe pas par les canaux officiels du ministère de la Défense, ce qui implique un aspect financier. Plusieurs personnes remarquables à l'étranger et Israël ont contribué financièrement à la Grande Armée. Que s'est-il passé? A-t-il eu l'aide nécessaire? Et après? A-t-il régressé ensuite? Que s'est-il passé? Malheureusement, je ne peux pas lui demander. Si tu me demandes, il allait très bien. Il est passé d'un établissement similaire à une salle d'urgence pour la santé mentale, un service de soins immédiats où il est resté 4 semaines. Il est entré sans vraiment pouvoir communiquer clairement, il est ressorti comme une personne différente. D'accord, Il semblait incroyable et plein d'espoir, mais savait qu'il avait encore besoin d'aide. Il n'y est pas encore. n'est-ce pas? Mais au moins, il accepte le fait que ça a été une excellente expérience et qu'il a besoin de plus d'aide. Il n'y est pas encore. Nous l'avons transféré dans un autre établissement à Beersheva pour qu'il soit proche de sa petite amie. Il vivait à Beersheva et pour qu'il ait du soutien. Elle pourrait lui rendre visite si vous savez, si tout se passait bien, il pourrait lui rendre visite pendant 1 jour ou 2, au milieu, et faire une pause dans le traitement. N'est-ce pas? Il allait très bien. Il était à la maison le week-end et a dîné vendredi chez les parents de sa petite amie. Il a fait une blague sur le fait qu'ils auraient un jour des petits-enfants grâce à lui. Il parlait de mariage. Tout semblait merveilleux. Et dimanche matin, Dimanche matin, il s'est réveillé très tôt, vers 1 heure du matin. Devait-il revenir à l'établissement? Il était censé retourner dimanche matin. N'est-ce pas? Il s'est réveillé dimanche à 1 heure, disant avoir de mauvaises énergies et devoir se défouler. Il est parti se promener, il est allé se promener et il n'est jamais rentré à la maison. Oh mon Dieu! Donc tu es réserviste. À quel point la crise de santé mentale est-elle grave aujourd'hui? Malheureusement, il n'est pas le premier réserviste à se suicider. À quel point voyez-vous ce problème comme grave? Et à votre avis, quel est le problème? Comment pouvez-vous le décrire? C'est vraiment une très grande question. C'est vrai. Je commence. Rappelle-moi où reprendre au milieu. Il y a d'abord un processus très large. En santé mentale, il y a 2 aspects. Le syndrome de stress post-traumatique. Le syndrome de stress post-traumatique, bien connu et souvent évoqué. Des articles et interviews sans fin. Tout le monde souffre du syndrome de stress post-traumatique. Tu sais que c'est, je suppose, une conséquence normale de la guerre? Sauf que, exactement. Mais ensuite, il y a ski. Quand tu regardes les chiffres, même si on en parle et que ça fait écho, il y a une grande chambre d'écho, mais tu parles de C. Apparemment, 10% des soldats de combat souffrent actuellement de stress post-traumatique. Le stress post-traumatique va de tout, c'est comme quand je commence à crier sur les gens autour de moi, à des situations comme Josh, c'est un spectre très large. Oui. La partie dont personne ne parle. Il y a ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. Je n'ai jamais entendu ça exactement. La croissance post-traumatique est autodéclarée et 60% des réservistes de combat signalent une croissance post-traumatique. C'est l'extrême gravité et la normalité de la situation qui nous ont aidés à mieux nous concentrer sur l'essentiel. Cela nous permet de nous concentrer davantage sur nos relations. Cela nous a aidés à construire. Malgré les discussions sur les divorces, des milliers d'enfants naissent et certains qui pensaient ne jamais en avoir en sont déjà à leur 2e. Une énorme croissance a lieu actuellement, en excluant la croissance post-traumatique, qui n'est pas un problème. Résultat exceptionnellement positif de cette situation. Il s'agit de prioriser et de réévaluer sa vie. Il n'y a rien à faire, laissons simplement les choses continuer ainsi. ESPT maintenant, il y a un problème, je peux à nouveau regarder la façon dont le ministère de la Défense fonctionne.
J'ai commencé mon service régulier en 2004, j'ai terminé après la Deuxième Guerre du Liban, et depuis, j'ai toujours fait des périodes de réserve importantes. Pas des centaines de jours par an, mais 30 à 40 en moyenne chaque année. Pour commencer, j'ai le privilège de servir dans une unité des forces spéciales pendant ma réserve. Ce que les gens faisaient habituellement pendant un mois. Toi, dans les années 70 et 80, Oui. dans les années 90, ça a baissé puis remonté puis rebaissé. Ces 15 dernières années, la norme est d'environ 40 jours sur 3 ans. N'est-ce pas? Le système, appelons-le ainsi, le ministère de la Défense et l'armée ont accompli de grands progrès dans la reconnaissance, l'administration des premiers soins et la prise en charge à long terme. Je ne peux même plus les compter tellement il y a d'organisations privées qui ont été créées, il existe des systèmes de soutien. Malgré tout, certaines situations échappent au contrôle, ce qui fait malheureusement partie de la guerre. En temps de guerre, on oublie que les soldats, ce sont des outils sur le champ de bataille. On a des fusils, on a des missiles, on a des balles, on a des bateaux, on a des outils. Nos Jeeps aujourd'hui ne sont plus dans l'état quasi neuf qu'elles avaient il y a 2 ans. Mon arme n'est plus en aussi bon état. Malgré l'entretien et le nettoyage, elle s'use normalement. Le corps humain et l'esprit humain, en tant qu'outil dans la réserve, en tant qu'outil pour l'armée, subissent eux aussi l'usure. Il y a des systèmes en place, ils existent. Est-ce que je pense que ça pourrait être mieux? Tout peut toujours être mieux. Ça reste un ministère gouvernemental. Au final, les ministères gouvernementaux ne sont pas connus pour leur efficacité. Et je pense que cette guerre en particulier a mis en lumière ces problèmes. Peut-être à cause de sa durée. Nous n'avons jamais eu une guerre qui a duré aussi longtemps. Notre plus longue guerre, celle d'indépendance, a duré 1 an et demi. Celle-ci est donc très longue. Elle a duré 3 ans et demi. Oui, mais ce n'était pas comme des combats de première ligne. Ce n'était pas des combats de première ligne. Il y avait très peu de personnes qui étaient en combat de première ligne en permanence. Donc, je veux dire, penses-tu que le ministère de la Défense s'est un peu mieux organisé pour s'adapter à cette situation particulière, qui a été extraordinaire? Je pense qu'il y a 2 aspects. Il y a l'aspect des soins, comme les soins de santé fournis. Et puis il y a le côté de la reconnaissance et de ce qu'il faut faire ensuite du côté des soins de santé. Oubliez les 20 dernières années. Rien que dans les 2 dernières années de près, j'ai vu la différence que le ministère de la Défense et l'armée ont apportée. Ça a fait un bond en avant, c'est plus efficace, mais ça pourrait encore s'améliorer. Les outils sont disponibles, mais il faut en avoir besoin pour les utiliser. Je pense que le plus gros problème que nous rencontrons, qui est aussi le problème actuel dans ce cas, c'est la reconnaissance. Que faites-vous avec quelqu'un qui, clairement, en a eu assez, dont la mort est clairement liée à son service militaire, mais qui n'était pas techniquement dans l'armée, ce qui signifie, techniquement, qu'il n'est pas reconnu comme soldat? Où tracez-vous la limite et comment développez-vous le processus pour accorder cette reconnaissance quand elle est due? Maintenant, un cas comme celui de Josh est clair. Vous ne trouverez pas une seule personne qui dira qu'il ne mérite pas la reconnaissance et que sa mort n'est pas directement liée à son service militaire. Avant de commencer, je viens d'arriver de la Knesset où Michel Bitton a entamé une lettre reconnaissant son opposition et le service de Josh. Il exige qu'il soit enterré au cimetière militaire national à Arzel avec ses frères d'armes tombés. Cette lettre n'a pas été signée uniquement par les membres de l'opposition, c'est la coalition, ce sont les partis ultra-orthodoxes, ce sont les partis Kouloni, ce sont toutes les personnes qui ne peuvent s'entendre sur rien politiquement. Tous ont signé une lettre adressée au ministre de la Défense soulignant que ce n'est pas comme, c'est sans équivoque. C'est clairement une situation évidente. Aucune ambiguïté. C'était une blessure directe, psychologique. En raison de son service, il aurait dû être reconnu comme un soldat actif et devrait être enterré au cimetière militaire. Et pour l'instant, il passe entre les mailles du filet. Pour l'instant, les règles laissent une zone grise dans laquelle il est tombé. Oui, et cela peut être résolu facilement, et nous travaillons dur. Actuellement, 3 de ses autres amis sont toujours à la Knesset, poussant plus loin dans les couloirs de la Knesset. Pendant que nous parlons en ce moment, ils sont là-bas. Mais il y a d'autres éléments en mouvement en coulisses, travaillant directement avec le ministère de la Défense. J'espère qu'au moment de la publication, nous pourrons ajouter un addendum indiquant qu'il a été enterré à Har Herzl, où il appartient. Et Harry, cela établirait aussi un précédent très important, n'est-ce pas? Une fois que vous avez ce genre de situation qui passe entre les mailles du filet.
C'est exactement le problème auquel nous sommes confrontés. Comment reconnaître la situation actuelle sans créer un précédent qui permettrait à toute personne dans une situation similaire d'obtenir également une reconnaissance? Nous oublions que la reconnaissance militaire est un honneur réservé à quelques personnes, et à juste titre. Il est réservé aux soldats qui tombent en service actif. En service actif. Si tout le monde obtient un honneur ou est appelé docteur, ce titre perd sa valeur. Explique-nous pourquoi il n'est pas pris en compte. Ce n'est pas lié à un problème de santé mentale. Parce que d'autres personnes ont été reconnues et ont pu être enterrées dans un cimetière militaire pour s'être suicidées à cause du syndrome de stress post-traumatique, car le ministère de la Défense ne les prenait pas en charge lors de leur décès. Je souhaite clarifier car beaucoup de fausses informations circulent. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'il soit un immigré, cela n'a rien à voir avec le fait qu'il soit un soldat isolé, cela n'a rien à voir avec... J'ai entendu des rumeurs doutant de son appartenance au peuple juif. Ce n'est pas lié à un problème de santé mentale. C'est à 100% une question bureaucratique. C'est un problème bureaucratique traité par le ministère de la Défense. Qu'il n'était techniquement pas en service de réserve au moment de sa mort. Il n'était pas en service de réserve, mais souffrait d'une blessure liée à ce service. C'est pour ça que c'est technique. De la reconnaissance, De savoir s'il est dedans. en service ou non. Exactement. Êtes-vous optimiste quant à votre capacité à résoudre ce problème? Parce qu'il n'a pas encore été enterré? Eh bien, les funérailles, ses parents voyagent encore de l'Idaho à Israël. Ce n'est pas comme prendre un vol depuis New York. Non. C'est plusieurs vols, c'est plus de 20 heures de voyage. Ils sont en route et n'arriveront en Israël que mercredi soir. Les funérailles sont provisoirement prévues à partir de jeudi. Suivez mon Facebook pour les détails dès leur publication. Une diffusion en direct des funérailles est prévue pour tous, ici ou à l'étranger, afin de participer et partager. En ensevelissant un héros juif, Et Arik, optimiste, pense que jeudi il sera enterré à Har Herzl, dans le cimetière militaire. ça dépend. Selon l'heure, je passe d'un grand optimisme à un grand pessimisme. Lundi, j'ai passé un accord avec Hachem. Quand j'ai compris que je devais me battre, j'ai posé mon téléphone 1 minute. Je ne lui parle pas. J'ai dit, écoute Dieu, on va passer un marché. Je vais faire tout ce que je peux pour m'assurer que ce qui doit être fait soit fait et que ce qui est juste soit accompli. Quoi qu'il arrive, c'est entre tes mains, comme il se doit. Eh bien, c'est vraiment une foi incroyable et ça n'a pas dû être facile pour toi cette semaine. Parce que tu as perdu un ami proche, tu as perdu quelqu'un que tu avais adopté comme soldat isolé, tu as perdu quelqu'un que tu regardais, tu sais, avec admiration, comme étant une force incroyable pour le peuple juif. En plus, tu luttes pour sa reconnaissance, donc ta semaine est difficile. Je peux dire que le combat sur le plan administratif, c'est ce qui m'a permis de tenir. Parce que tant que j'ai quelque chose à régler, je n'ai pas à penser à la perte. Pour lui rendre hommage, oui. Donc pouvoir faire une pause là-dessus un instant et parler de Josh en tant que personne et me souvenir de lui comme de l'homme incroyable qu'il était, l'homme incroyable qu'il est. C'est une belle pause face à tout cela. Un moment viendra pour se souvenir de lui rendre hommage et s'inspirer de lui. Mais pour l'instant, il a vécu comme un guerrier et maintenant je dois continuer à être un guerrier pour lui. Pour que nous puissions l'enterrer comme un guerrier, pour que nous puissions nous souvenir de lui comme du guerrier qu'il était. Amen et sincères condoléances, car comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement une perte pour sa famille ou ses amis, mais pour notre peuple. Et nous pleurons profondément Josh Boone, et nous vous remercions d'être venu nous dire qui il était et de nous raconter son histoire. Je veux dire,